Important don en vivre à l'école ivoirienne des sourds, don composé de sacs de riz, de pâtes alimentaires et de bidons d'huile. Un acte de générosité de Yasmina Ounien, députée de la circonscription de Cocody, suite à la demande de l'Association des jeunes sourds muets de Côte d'Ivoire. Cette action de bienfaisance, selon la représentante de la donatrice, vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Mieux, il s'agit surtout de renforcer les besoins alimentaires de l'école qui fonctionne en régime d'internat. Venir en aide à des personnes vulnérables, c'est rendre service à leur famille d'abord, leur permettre de bien manger ces enfants-là et de bien travailler à l'école. C'est un geste gratuit, donc on n'attend rien en retour, c'est seulement une satisfaction morale et voir aussi les enfants satisfaits de leur côté. C'est à juste titre que cette cérémonie tient son sens puisqu'il y a les besoins alimentaires auxquels il faut faire face, il y a les besoins sanitaires auxquels il faut faire face. Et pour nous, c'est un ouf de soulagement que quand des personnes de bonne volonté viennent en soutien aux actions de l'État. Créée en 1974, l'école ivoirienne des sourds est un établissement public qui prend en charge les enfants en déficience. Pour l'année académique 2017-2018, l'école accueille plus de 300 pensionnaires. Le bruit assourdissant occasionné par cet accident a attiré de nombreux badauds qui se demandent encore comment ce drame a pu se produire. Surtout que les deux engins roulaient dans le sens opposé sur une voie dégagée. Malheureusement, le drame s'est produit. Bilan: un mort et un blessé grave conduit à l'hôpital par les sapeurs-pompiers militaires. Les usagers de la route sont une fois de plus appelés à la vigilance et à la responsabilité pour éviter d'endeuiller les familles en ce début d'année. La vie ne tient qu'à un fil. Tâchons de ne pas le rompre. Palais de la culture de Trècheville, salle Kodjo est bouclée. C'est ici que les amateurs et professionnels du numérique se sont donné rendez-vous dans le cadre de la première édition de l'African Digital Week. Pour eux, il s'agit d'échanger sur l'importance du numérique en Afrique. Les spécialistes du secteur de la digitalisation ont invité les entreprises ivoiriennes et africaines à intégrer le numérique dans leurs différents processus organisationnels. Ils les invitent surtout à faire de l'économie numérique un outil de développement des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays africains les plus en avance au niveau de la maturité numérique. Ça valide l'ensemble des efforts qui ont été consentis par notre ministre depuis 6 ans. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'enjeu, c'est le capital humain, la capacité d'avoir des acteurs dans plusieurs domaines qui sont capables d'accompagner la transition digitale de nos entreprises autour de contenus nouveaux, de contenus adaptés aux besoins de nos entreprises, de nos organisations. African Digital Week est la conjonction de plusieurs événements qui se tiennent en Côte d'Ivoire sur le digital. Cette rencontre scientifique se tient sur 3 jours. Quel modèle de transformation digitale pour réussir le développement économique et social? C'est le thème de cette première édition. Les actions de développement engagées dans l'indénié Joablin étaient au cœur de la 4e session. Le budget modificatif de l'exercice 2017 de la région s'équilibre à plus de 3 milliards de francs CFA. En outre, 900 millions de francs CFA ont été investis pour booster le développement dans cette partie du pays. En 2018, les taxes régionales vont permettre de poursuivre les actions de développement. Nous avons adopté le budget primitif de l'exercice 2018 qui va aller chez la tutelle pour leur approbation. Nous sommes donc très heureux de commencer la nouvelle année avec cette bonne nouvelle pour le Conseil régional de l'Indénié Joablin. En marge de cette rencontre, 225 enfants issus des couches défavorisées ont reçu des présents du Conseil régional. Depuis 1 an, Wendy s'est lancée dans un puzzle bien compliqué. Des transactions, des rapports d'activité de banques et de sociétés russes gravitant autour de 2 noms,
Donald Trump et Vladimir Poutine. Plusieurs fois par semaine, cette électrice démocrate poste ses trouvailles sur les réseaux sociaux. Quand je publie mes graphiques, les gens disent « Oh, regardez tous ces criminels !» Mais il n'y a rien d'illégal. Je montre des transactions commerciales qui sont tout à fait légales dans mon tableau, mais qui valent la peine d'être examinées. Wendy et les autres journalistes citoyens avec qui elle partage ces informations sur Internet sont confiants. L'enquête officielle sur la possible ingérence russe forcera le président à quitter la Maison-Blanche. Les investigations ont déjà débouché sur l'inculpation de 2 anciens conseillers du président. Depuis le début, Donald Trump, lui, dément toute collusion. C'est un canular démocrate pour justifier la défaite de l'élection. Le milliardaire écologiste Tom Steyer n'a pas attendu la fin de l'enquête. Il a lancé une campagne pour destituer Donald Trump et va dépenser 30 millions de dollars pour aider les démocrates à reprendre la Chambre des représentants, indispensable pour entamer la procédure. J'ai compté. Donald Trump a commis au moins 8 infractions punissables. Il bafoue l'état de droit, il risque le conflit nucléaire. C'est un vrai danger pour notre démocratie et la sécurité du peuple américain. La destitution est une procédure politique déclenchée par une mise en accusation à la Chambre des représentants qui doit être validée par un vote au Sénat. La question que tout le monde se pose est de savoir s'il y aura une preuve tangible qui liera l'ingérence russe à Trump lui-même et prouvera une certaine forme de connivence. Si c'est le cas, c'est de la trahison. Aux États-Unis, aucun président n'a jamais été destitué. 2 ont été mis en accusation avant d'être acquittés. Le dernier, c'était Bill Clinton en 1999. « 17 janvier 1961, disparition de Patrice Lumumba. Le 17 janvier 61, un avion se pose à Elisabethville, capitale de la province du Katanga, au sud du Congo ex-belge. À son bord, un prisonnier, Patrice Lumumba, 35 ans. Cet ancien employé des postes a été nommé Premier ministre du Congo lorsque celui-ci est devenu indépendant le 30 juin 1960. On ne le reverra plus vivant. Lorsque les Congolais demandent l'indépendance en 1958, les Belges ne se font pas prier et accèdent à leur demande sans ménager de transition. Patrice Lumumba devient chef du gouvernement et son rival Joseph Kasavubu, président de la République. Le climat se dégrade très vite en raison du manque d'élite et des dissensions entre les tribus de cet immense pays. Dans la rue, les soldats congolais s'en prennent à leurs officiers européens et aux colons. C'est le début des désordres. Ils feront au total quelques 500 000 victimes chez les Congolais et les Européens. Dans la province du Katanga où se situent les mines de cuivre, Moïse Tshombe fait sécession avec le soutien actif de la compagnie qui exploite le cuivre et avec l'appui de mercenaires européens. Patrice Lumumba en appelle à l'ONU qui envoie des casques bleus, mais ceux-ci se gardent bien de s'immiscer dans les troubles intérieurs. En désespoir de cause, le Premier ministre se tourne vers les capitales européennes sans oublier l'URSS. Le président Kasavubu révoque Lumumba. Arrêté, celui-ci est livré à Tshombe et assassiné. La CIA américaine et les Belges sont soupçonnés d'avoir voulu se débarrasser d'un leader trop progressiste à leur goût. Cependant, de nombreuses séditions éclatent dans le pays à l'initiative des nostalgiques de Lumumba. Le 25 novembre 1965, le colonel Joseph Mobutu devient chef de l'État. Il met fin à la première guerre civile et entame une longue dictature.